C'est une guerre silencieuse, sans sirène, sans panique apparente, et qui mobilise sur le terrain des combattants venus du monde entier. L'épidémie est imprévisible et que la réponse reste trop faible, mais un centre de traitement n'est jamais la solution. Le risque, c'est un peu d'abandonner la partie, parce qu'on voit tellement de foyers partout qu'on peut se dire qu'on est impuissant. L'ennemi s'appelle Ebola, et en Guinée, il tue plus que dans les autres pays touchés par le virus. Ici, 6 personnes contaminées sur 10 en meurent, contre 3 au Sierra Leone et 4 au Libéria. On a 7 décès actuellement. L'ancien cimetière qui est à proximité du centre est rempli, il n'y a plus de place. Reportage dans l'est de la Guinée, où l'épidémie que beaucoup pensaient éteinte il y a quelques mois s'est à nouveau violemment réveillée. À 2 jours de route de la capitale Conakry, la ville de Macenta, ligne de front actuelle du virus qui continue de gagner du terrain. Il est 7 h du matin, et comme dans toutes les préfectures de la région, débute la réunion quotidienne de ce que les autorités appellent la riposte contre Ebola. Autour de la table, dans une atmosphère studieuse, des Guinéens, des Européens, des Américains, engagés dans une même course contre la montre pour faire barrage à l'épidémie. Sur les carnets de notes, la longue liste des malades à évacuer. Hier, on avait presque 12 malades dans la communauté à transporter et aucun malade n'a été transporté. Et avant-hier, on avait 2. On avait 4 avant-hier. À 18 h, donc hier, il y avait 18 suspects et probables et 13 confirmés. Certains habitants, inquiets de ne pas voir arriver les ambulances malgré leur signalement, viennent directement plaider leur cause à la sortie de la réunion. Envoyez d'abord quelqu'un qui voit si c'est pas Ebola ou si c'est Ebola. Non, si on dit c'est pas Ebola, nous-mêmes on va s'occuper. Mais on ne connaît pas, on a peur. Bon, le malade est là. Vous savez, Ebola, ce n'est pas une maladie comme les autres. On ne peut pas aller regarder le malade pour dire c'est Ebola. Voilà. Macenta, cœur de l'épidémie, compte aujourd'hui plus de malades que de lits disponibles et de places dans les ambulances. Ce matin, la Croix-Rouge guinéenne vient évacuer 2 femmes signalées depuis plusieurs jours déjà. Il y a un corps aussi, il y a un malade. Mais le malade, là, il est immobile. Donc c'est très dangereux, il faut qu'on se mette en combinaison. Mamadi Camara avait appelé la Croix-Rouge dès que la fièvre était apparue chez sa femme Kansig. Les jours passant, sa fille, au chevet de sa mère, a fini par attraper la maladie à son tour. Ne dites pas qu'on n'a pas appelé les secours. Non, je refuse. Même celles qui sont mortes là, elles étaient tous possibles de marcher. J'ai appelé plus d'une semaine, personne pour les secours. En moins d'1 quart d'heure, et sans même pouvoir s'en approcher, Mamadi voit s'en aller en ambulance sa fille Mania et sa femme décédée, qui sera enterrée quelques minutes plus tard pour limiter le risque de contamination. Malgré l'urgence, la dangerosité extrême du virus interdit la moindre précipitation ou improvisation dans les centres de soins. Tout est codifié, enseigné au personnel soignant, selon des procédures strictes, affinées au fil du temps. Les distances de sécurité, 2 mètres minimum matérialisées par ces filets de plastique, mais aussi la durée d'immersion dans la zone dite à haut risque, limitée à 1 heure. Salut. Vous en faites combien par jour de... 2 normalement, c'est bien. Quoi. Après, ça fait beaucoup. Quoi. Après, s'il y a vraiment besoin, si c'est vraiment un aller-retour sur un soir rapide, on peut envisager une 3e fois. Mais sinon, c'est 2, quoi, parce que c'est suffisamment fatigant et on suit suffisamment. Quoi. Dans cette lutte contre le virus, le grand écart est permanent entre les obstacles d'un pays en voie de développement et les technologies les plus pointues. Les échantillons prélevés sur les patients suspects de la moitié du pays doivent parcourir ces routes chaotiques avant d'arriver dans cette annexe qui sert de centre d'analyse. Un petit laboratoire financé par l'Union européenne où il faut en moyenne 4 heures pour obtenir le résultat d'un test. En gros, les échantillons viennent de toute cette partie, est et nord du pays. La tâche est immense pour les 5 chercheurs qui y travaillent. Pour tout vous dire, on est tous extrêmement occupés depuis qu'on est arrivé ici. On se fait des pauses de 5-10 minutes maximum, mais on n'a pas d'horaire. Lorsqu'elle a ouvert ce centre de traitement il y a 9 mois, l'organisation Médecins sans frontières était la première à tirer la sonnette d'alarme. Au fil du temps, le centre a dû s'agrandir
et s'adapter à l'afflux de patients. Moi, ce qui me marque ici, c'est qu'on a commencé avec un centre qui faisait 20 lits. Aujourd'hui, on est 5 fois plus. Aujourd'hui, on est rempli. On parle de 13 préfectures sur 14 en Haute-Guinée, en Guinée forestière, donc toute la moitié est du pays, avec potentiellement plus de 550 villages aujourd'hui qui sont touchés. Et sans doute d'autres dont on n'a pas de nouvelles. Il y a des gens qui sont vraiment déracinés, qui perdent pied avec la maladie pour beaucoup de choses. On a vu des gens qui ont perdu 25, 26, 27 personnes dans leur famille. On a l'impression qu'ils tiennent, mais au bout d'un moment, ils craquent et ils s'effondrent assez fortement. À Guékédou, l'histoire d'une famille a fait le tour de la ville. Celle de Rosaline, Rose et Thérèse, toutes les 3 guéries du virus après avoir perdu 18 proches à cause d'Ebola. Comme sa mère et sa cousine, Rosaline a contracté la maladie en s'occupant de sa grand-mère, atteinte au tout début de l'épidémie et décédée rapidement. La fillette de 12 ans était l'une des premières patientes à être soignée au centre de Médecins sans frontières. L'évocation des souvenirs est encore douloureuse. Il y a les gens qui nous donnaient à manger, là, les gens qui nous donnaient les médicaments. Ils s'est masqués. Je les vis, j'ai eu peur. J'ai pleuré. Ils m'ont dit qu'il n'est pas pleurer. On a amené maintenant ma grande sœur et ma mère à l'hôpital. Je n'ai pas connu qu'ils sont venus là-bas. Le matin, ils m'ont dit de manger. Si on va envoyer le manger, je vais manger. Si on envoie les médicaments, je prends. On m'a dit que félicitations, tu vas guérir. Rosaline est désormais ce que les Guinéens appellent une survivante. Mais ici, les croyances sont tenaces, même envers les guéris, parfois tenus à l'écart. Et les fantasmes autour de la maladie perdurent. Dans le quartier de Rosaline, il y a encore quelques semaines, on disait d'Ebola qu'elle était une maladie importée par les Blancs et les entreprises occidentales. C'est pour venir à bout de ces rumeurs que l'organisation Internews s'est appuyée sur quelques journalistes de radio locale pour monter un programme hebdomadaire consacré au virus, sous forme de reportages et de témoignages, une alternative aux spots d'information diffusés par le gouvernement et pas toujours cru par la population. Nous sommes des Africains et il y a la culture, il y a la tradition qui est là. On touche à nos morts. Et quand brusquement, on te dit il ne faut plus toucher, mais bien, il faut qu'on t'explique pourquoi tu ne dois plus toucher. En reportage dans son propre quartier, Alexis de la radio Liberté constate chaque jour que le combat contre la stigmatisation n'est pas encore gagné. Si quelqu'un porte le virus, si moi je le sais qu'il porte, d'abord je le dénonce. Et je m'écarte de lui. Je ne fais pas le haïr, lui aussi il ne l'a pas souhaité, mais l'aide que je peux l'apporter, c'est de le déclarer à l'autorité. En un an, l'épidémie a tué 1214 personnes en Guinée. Des victimes enterrées le plus dignement possible, mais souvent loin de leur famille, sans même une tombe à leur nom, à cause de l'urgence sanitaire. Les plaques commémoratives viendront, mais aujourd'hui la priorité n'est pas là.